redis-moi juste comment je dis ton prénom. Reprononce-le moi. Moi, mon prénom, c'est Louaï. Louaï. Louaï, ok, super. Bon, moi, ce que j'aime bien faire en général, avant de commencer le podcast, c'est d'enregistrer quelques secondes avant. Donc là, ça a déjà commencé. Prends ton temps pour répondre à chaque question. Donc, bien évidemment, là, ce que je vais faire, c'est la petite intro. Hein. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne de l'esthète. Aujourd'hui, je suis avec Louaï. Je l'ai bien dit ? C'est bien ça. Bonjour à tous. Moi, c'est Louaï. Super. Aujourd'hui, on va aborder une thématique qui est de plus en plus en vogue de nos jours. C'est le développement personnel. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on s'est rencontrés à un événement professionnel. Et justement, tu m'as un petit peu expliqué ton activité. Et je pense que ça pouvait faire vraiment un super épisode. Donc c'est pour ça que je t'invite avec plaisir sur la chaîne. Donc je vais commencer par quelques petites questions. J'ai un peu préparé notre entretien. Bien évidemment, ça va tergiverser. On va avoir d'autres sujets qui vont découler du sujet principal, qui est le développement personnel. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu peux un peu nous expliquer à moi et à nos auditeurs quelle est ton activité et en quoi elle consiste ? Juste que tu le mettes bien comme ça. Ok, je parle bien comme ça. Allez. Tu peux le mettre comme ça si tu veux être plus à l'aise. Comme ça ? Ouais, c'est bien. C'est bon. Alors, en quoi consiste mon activité ? Pour vous raconter un petit peu, mon cursus scolaire, je l'ai fait dans la banque, dans la finance et dans l'assurance. Ce que je me suis rendu compte dans mon parcours scolaire et dans mes différentes activités et dans mes alternances, c'est que beaucoup de personnes se posaient des questions par rapport au sens de leur vie, de leur mission de vie, de qui ils étaient réellement et ce qu'ils voulaient faire à l'avenir. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. J'ai écouté un peu David Laroche, j'ai écouté un peu Bob Proctor, j'ai écouté un peu Joe Dispenza. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai pris conscience d'énormément de choses et que je suis vraiment une personne qui est axée sur l'humain. Pour moi, les connexions humaines sont super importantes parce que ce sont elles qui font que l'on peut et que l'on puisse déjà apprendre dans un premier temps. Pour moi, un échange avec un humain, c'est la notion d'échange. C'est on parle et on écoute. Et c'est difficile d'apprendre quelque chose s'il n'y a pas un interlocuteur. Moi, aujourd'hui, je suis également coach en développement personnel et je projette dans quelques jours, voire quelques semaines, partir à Bali pour rejoindre mon coach et pour pouvoir me développer. Pour quelle raison ? Parce que j'ai envie d'atteindre certains résultats, d'avoir des résultats. Mais pour avoir des résultats, il est essentiel de faire des meilleures actions au quotidien. Mais pour faire des meilleures actions au quotidien, il faut introspecter, se poser des questions et prendre conscience que pour faire des meilleures actions, il faut s'améliorer et incarner une meilleure personne. Et c'est comme ça qu'on fait des meilleures actions. Voilà pourquoi je me suis intéressé au développement personnel, pourquoi on va participer à ce podcast-là avec Laura et pourquoi je suis heureux d'être là avec elle aujourd'hui pour partager ce moment-là avec vous. Merci pour cette présentation. Et du coup, concrètement, en quoi ça consiste ? C'est du coaching ? Donc, est-ce que c'est des personnes qui viennent vers toi ? Comment tu as mis en place ton activité ? Explique-nous. Pour répondre à cette question qui est très intéressante concernant mon activité, je l'ai mise en place il y a quelques semaines. J'ai été diplômé en gestion de patrimoine et j'ai vraiment et véritablement commencé mon activité en septembre. J'ai commencé cette activité-là autour de mon cercle proche. J'ai découvert l'importance de développer son réseau, l'importance des recommandations également, et j'ai également découvert par la même occasion le monde de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je me lance dans le coaching. Et comment je fais pour trouver des personnes ? Je le fais notamment en allant à des événements. Je le fais également sur Instagram. Et notamment autour de mes proches. Parce qu'elles connaissent plus ou moins mon parcours. Ils savent par quelle expérience de vie je suis passé. Et ils voient au quotidien ce que je deviens. Et ça en inspire 2, 3, 4. Et j'ai souvent des retours par rapport à ça.
Et de là, on est venu l'idée de lancer un accompagnement, un coaching. Mon but avec ce coaching-là, c'est d'aider les personnes à révéler leur plein potentiel, afin qu'ils deviennent les champions de leur vie. La plupart des personnes sont pris dans leur quotidien. Ils ont la tête dans le guidon, ils marchent, ils avancent, ils ne lèvent pas la tête, ils ne prennent pas de hauteur et ils ont du mal à prendre conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Moi, ce que je fais avec mon coaching, c'est que on se pose, on respire, on fait preuve de gratitude, chose qui est très importante, on recentre, on regarde toutes les raisons pour lesquelles on est heureux et qu'on a la chance d'avoir la vie qu'on a aujourd'hui. Et ensuite, on déroule. Et le point où j'ai des facilités, c'est de trouver les points bloquants qui empêchent les personnes de révéler leur plein potentiel au monde. Très intéressant. Et du coup, moi, ce que je voudrais savoir, c'est sur quelle approche quelle approche tu vas mettre en place. Est-ce que si la personne vient vers toi un petit peu dans une démarche de vouloir complètement se reconvertir parce que son métier ne lui plaît plus, quelles sont les choses que tu vas mettre en place? Est-ce que c'est vraiment totalement adapté à la personne que tu as en face? Ou est-ce que tu as une petite grille style un petit peu bilan de compétences où tu vas poser des questions existentielles ou même des questions sur les passions de la personne, sur son tempérament? En off, juste avant qu'on commence le podcast, on parlait de plusieurs archétypes ensemble et c'était très intéressant et c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas commencer à enregistrer. Donc voilà, je te laisse un petit peu répondre à tout ça. Merci Laura. Et effectivement, il y a un point que j'ai envie d'aborder avec vous, que j'ai envie de partager avec vous. Et je vous encourage vivement à prendre des notes. C'est vraiment un nouveau process qui est très novateur. Il est arrivé aux États-Unis il y a quelques années. Et il a été importé par mon coach directement des États-Unis. Et ça arrive en France depuis moins d'un an. C'est très très récent du coup. Mettez beaucoup de valeur et de conscience là-dessus, c'est important. Aujourd'hui, je vais vous parler de types et de archétypes. Pour vous imaginer la chose avec ma voix, chaque être humain, il y a différents types d'êtres humains sur Terre. Je vais comparer les êtres humains avec des véhicules. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que sur Terre, il y a différents véhicules. Il y a les voitures, les rollers, les avions, les vélos et les trains. Et vous êtes d'accord que entre ces différents véhicules, ils ont chacun et chacune leur spécialité, leur spécificité, pardon. Ils ont tous potentiellement un point différent, des caractéristiques différentes. On n'utilise pas le même carburant. Ils peuvent cependant avoir des missions de vie communes, mais pas les mêmes moyens pour pouvoir les réaliser. Et c'est exactement ce dont je parle quand je parle d'archétype et de type de personnalité. Et là, vous allez sans vous poser la question, à quoi ça sert de connaître les archétypes? On connaît déjà les MBTI, on connaît l'astrologie, on connaît énormément de choses. Et je suis d'accord avec vous, ce dont je suis en train de vous parler, c'est pas le seul test, il y en a plein. L'avantage de celui-ci, c'est exactement ce point-là. Ça permet, avec quelques caractéristiques d'une personne, pouvoir, avec 20% d'informations le concernant, pouvoir lui faire apporter 80% de résultats. La loi de Pareto, comme disait Laura en off. ça vient d'elle, j'avais oublié. Effectivement, pour procéder à ce système-là, comment ça fonctionne, on va partir de base sur les 4 tempéraments de Platon. Les 4 tempéraments de Platon sont les combattants, les artisans, les intellectuels et les idéalistes. Ensuite, nous allons croiser ces 4 tempéraments-là avec les 4 styles d'interaction qui sont connus de nos jours aujourd'hui. Ce sont les personnes qui sont en structure, les personnes qui sont initiateurs, les personnes qui sont également finisseurs et pour terminer, les personnes qui sont plutôt en coulisses. Et en croisant l'un des 4 tempéraments de Platon
est l'un des cas styles d'interaction qui est le plus naturel pour nous. Je ne dis pas qu'on n'ait aucun de ces styles d'interaction-là et qu'un seul tempérament. On est tout ça en même temps. C'est juste que simplement, par rapport à sa personnalité, par rapport à son histoire, par rapport à son vécu, par rapport à notre inconscient, les paroles que nos parents nous ont données, ce qu'on écoute à la télé, à la radio, notre environnement, ça construit de manière inconsciente un tempérament et un style d'interaction. Puis c'est nous, avec notre intelligence consciente, qu'on va essayer, au vu de sa vie, de ces événements-là, de travailler sur nous-mêmes de manière consciente ou inconsciente. Et c'est là qu'on va développer d'autres tempéraments. Pour rentrer un tout petit peu plus dans les détails, vraiment un tout petit peu plus, les personnes qui sont combattantes, c'est les personnes qui sont là pour veiller sur la stabilité de notre système. Les artisans sont les personnes qui sont présentes pour améliorer les systèmes qui sont déjà existants. Ces deux archétypes-là sont vraiment branchés sur le concret, le matériel, l'instant présent. Pour les intellectuels et les idéalistes, c'est des personnes qui sont un peu plus abstraites et qui sont tournées vers l'avenir. Pour les styles d'interaction en quelques mots, les personnes en structure sont des personnes qui sont là avec des facilités pour l'idée. Des personnes qui sont sûres d'elles, des personnes qui prennent du plaisir à manager, à montrer le chemin. Les personnes qui sont à l'initiation, c'est des personnes qui sont là pour lancer des mouvements, des personnes qui ont des facilités naturelles pour lancer des projets. Par contre, elles ont un peu plus de difficultés pour les terminer. Les personnes qui sont finisseuses, sont des personnes qui ont beaucoup de mal à lancer des projets, cependant, elles excellent pour terminer les projets. Et enfin, les personnes en coulisses, ce sont les personnes qui préfèrent réaliser les choses en retrait, dans les coulisses. Un peu comme le metteur en scène d'une pièce de théâtre. Une belle analogie, ça, ouais, c'est ça. Très intéressante comme explication, Louis Saï, vraiment. Je pense que ça a été aussi bien expliqué. Tu as mis une structure, parce que c'est vrai qu'à l'oral, ça peut être un peu plus compliqué de faire une explication. En général, quand tu regardes par exemple des TED Talks, moi j'aime bien regarder les TED Talks, avec mon magnifique accent évidemment. En général, tu as même quand tu parles avec quelqu'un en face à face, là on est en face à face tous les deux, il y a beaucoup de personnes qui vont parler en utilisant leurs bras, leurs mains, même avec le regard. Donc le langage non verbal permet aussi de faire comprendre ce que l'on souhaite faire comprendre à l'autre, que ce soit tout simplement des informations, mais aussi des concepts. Il y a une petite casse dans le bar, je ne sais pas si ça sera entendu. On est dans un bar, donc forcément, même avec la bonnette, je pense que ça doit être quand même bien insonorisé, parce que j'avais déjà fait un épisode dans un bar, donc je pense que ça va. Dans tous les cas, je ferai au mieux au montage, avec mes petites capacités de monteuse, pour atténuer les bruits externes. Donc très intéressant. Et moi j'aimerais surtout te poser une véritable question. Alors tu as déjà un peu répondu au début parce que tu disais que toi tu t'étais toujours intéressé au développement personnel. C'est de plus en plus en vogue, mais moi je trouve que c'est une tendance plutôt très positive et qu'il ne faut peut-être pas tomber dedans. Un peu comme les épicuriens, il faudrait avoir une demi-mesure dans tout, ne pas être trop dans le développement personnel, parce que si tu analyses tout ce que tu fais et tu te dis que tu peux toujours être la meilleure version de toi-même, en fait, tu n'es jamais satisfait. Et moi, j'ai l'impression aussi, tu me diras ce que tu en penses, qu'aujourd'hui, dans le développement personnel, il y a une volonté de mettre en avant un perfectionnisme à l'extrême, c'est-à-dire qu'il faut faire une morning routine, c'est-à-dire miracle morning, se lever à 5h du matin, faire son yoga, de la méditation, après il faut commencer à travailler, surtout ne pas manger mais prendre une boisson chaude, ensuite tu prépares ton repas, tu vas à la salle de sport, tu fais ton repas toujours maison à midi, ensuite tu fais un peu de méditation, tu vas peut-être travailler un peu dans un bar, dans un café, sympa, un peu de... Voilà, un petit workshop. Non, c'est pas un workshop, c'est quoi? C'est un café work, je sais pas comment on dit. Je sais pas comment on dit, mais ouais, un café, voilà. Non, mais il y a un terme pour ça, mais je l'ai pas, mais c'est pas grave. Je lâche prise. Ouais, merci de m'encourager. Parce que je suis arrivée en retard au rendez-vous, donc j'étais très stressée au début. Non, pas stressée, mais anxieuse, parce que
pour moi, il y a certaines valeurs importantes dans le monde professionnel, mais aussi dans le monde personnel, c'est d'avoir une certaine fiabilité au niveau de sa parole. Mais comme tu l'as très bien dit en off, on n'a pas le contrôle sur tout. Donc tu vois, c'est en lien un peu avec ce que je te dis là. Qu'est-ce que tu en penses sur cette tendance-là du développement personnel, d'être dans cette ultime... il faudrait que tout ce qu'on fait soit productif et en conscience. Et des fois, tu peux culpabiliser et te dire, en fait, je suis totalement nulle parce que là, aujourd'hui, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ma méditation, j'ai pas fait cette action-là, j'ai pas mangé en conscience, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-nous tout. Waouh! Merci Laura pour cette argumentation. Et franchement, je suis en partie d'accord avec toi. Le développement personnel, pour moi, c'est vraiment le développement de l'être. De l'être qu'on incarne, de la personne. Et aujourd'hui sur Terre, on est plus de 6 milliards, quasiment peut-être 7 milliards, je n'ai pas le chiffre exact, vous pourrez checker sur Google. Ah, 9 milliards! 8 ou 9 milliards, exactement. Et le plus important, c'est de déjà se connaître. Et ça va encore faire un lien par rapport aux archétypes de Jung, que je vous ai énoncé un peu plus tôt. Bien se connaître, c'est savoir quelles sont les tâches qui demandent beaucoup d'énergie et quelles sont les tâches qui sont le plus naturelles pour nous. Et ce qui se passe aujourd'hui avec le développement personnel, c'est que on se base sur un point de vue ou une expérience d'une personne pour en faire une vérité générale. C'est mon avis, je ne sais pas si c'est bon ou pas, mais c'est ce que je pense. Moi, je pense qu'il y a autant de stratégies qu'il y a d'êtres humains sur cette terre. C'est pas parce que vous allez écouter un speak motivateur qui va vous dire se lever à 5 heures du matin, c'est bon, c'est ce qu'il faut faire, que c'est forcément bon pour vous. Peut-être que vous, tout simplement, ce que vous avez besoin de faire, c'est de faire peut-être un petit peu de méditation et que vous êtes peut-être plus efficace en travaillant 4 heures en off et le reste du temps le consacrer à votre propre développement pour vous. Peut-être que avant de commencer votre journée, vous avez besoin de faire un bisou à vos enfants, de les chier, passer un moment avec eux pour être productif après. Je pense pas qu'il y ait nécessairement une réponse absolue au développement personnel. Je pense que le plus important, c'est vraiment de bien se connaître, de travailler sur soi et d'introspecter. L'un des inconvénients du développement personnel, un inconvénient, je ne sais pas si c'est propre au développement personnel ou aux personnes qui écoutent le développement personnel, mais c'est que généralement, on pense maîtriser une information parce qu'on l'a entendue. Et ça, selon moi, c'est une grosse erreur. C'est pas parce qu'on a entendu une information ou qu'on l'a écrit quelque part qu'on la sait. On sait une information, donc on sait faire. Et l'une des choses que je voulais vous transmettre également, c'est le plus important dans la vie, c'est pas forcément de savoir un nombre extraordinaire et illimité de choses. Le plus important, c'est se poser, respirer, parce que respirer c'est la vie, et se poser cette question. Parmi toutes les choses que j'ai entendues, combien de choses je suis en capacité de mettre en pratique et que j'utilise au quotidien? Parce que c'est en pratiquant les choses qu'on a entendues qu'on devient véritablement bon. Ensuite, je vais vous parler, ça reste selon moi, des différents niveaux de compétences qu'il existe sur Terre. Ça reste mon avis, il y en a qui pourraient être d'accord ou pas d'accord, mais je vous l'imaginez avec une image. Laissez-moi juste réfléchir un peu. Ah. Du coup, actuellement, on est dans un café et je viens de voir un jeune enfant dans les bras de son papa. Et le papa est en train de me sourire. On apporte des sourires en direct. En termes de compétences, il y a 4 niveaux. Le premier niveau, c'est la compétence inconsciente. Le jeune enfant que je suis en train de regarder, il me regarde. Il doit avoir 1 an. Et je pense qu'il ne sait pas faire ses lacets à 1 an. Et je pense qu'il n'en a même pas conscience. Ça, c'est le niveau 1. C'est la compétence inconsciente. C'est on ne sait pas faire une chose et on n'en est même pas conscient. Et cet enfant-là, dans quelques années, il aura 5-6 ans. Il sera toujours avec sa maman et son papa qui s'aiment de tout leur cœur.
Sans vouloir parler de personnes qu'on ne connaît pas, mais on les a vus, ils ont l'air très sains comme parents et comme individus. Ils avaient l'air très sains d'esprit. Après, peut-être que je transpose, hein, mais qu'est-ce que t'en penses? Oui, franchement, ils avaient l'air très sains et, et pour moi, ils profitaient pleinement de l'instant présent. Ils n'étaient pas là en train de filmer, prendre des photos pour montrer. Ils étaient pleinement présents de l'instant présent et, et c'est une petite virgule, hein. Mais pour moi, le plus important, c'est vraiment l'instant présent. Pour quelle raison? Parce que la plupart des personnes pensent au passé. Et quand on pense au passé, ou au futur, quand on pense au passé, en fait, nos pensées génèrent de l'imagination. Et imaginer quelque chose qui s'est déjà passé peut nous faire ressentir des émotions. Par exemple, vous avez une relation amoureuse avec une ex-compagne, par exemple, et que vous écoutiez régulièrement une musique avec cette personne-là. Pour certaines personnes, le fait de réécouter cette musique-là ou de retourner dans un restaurant où vous allez fréquemment avec cette personne-là, le fait d'y aller, ça, il y a une pensée qui est inconsciente qui se met en place et cette pensée-là en découle sur une imagination. Vous imaginez ces moments-là. Et le fait de réimaginer ces moments-là, ça génère des émotions. Et les émotions peuvent être positives et négatives et ça vient avoir un impact sur nos actions du quotidien et sur nos résultats du quotidien. Je vais y arriver. J'en reviens au sujet de base qui était la compétence. Je vous ai parlé de l'incompétence inconsciente pour l'enfant qu'on a vu. C'est le premier niveau. Le second niveau, c'est l'enfant, il a plus 1 an, on va dire qu'il en a 5, il va dans un magasin avec ses parents. Il voit des chaussures, du coup il pense aux chaussures. Il imagine ses amis de sa classe en CP avec des belles chaussures, avec des beaux lacets. On va partir sur la virgule de like parce que j'ai pas trop d'idées. Et il va dire à ses parents, je veux cette paire de chaussures là. Et vous précisez que cet enfant là, il a toujours eu des scratchs. Il va voir la paire de chaussures, il va l'essayer. Puis quand il va essayer, il va se rendre compte qu'il ne sait pas faire ses lacets. Il va du coup demander à ses parents, et ses parents, remplis d'amour et de bienveillance pour leur enfant, vont lui montrer comment faire. Ils vont lui acheter cette paire de chaussures-là. En rentrant, l'enfant verra plusieurs fois les chaussures, et ça va générer une émotion en lui. Il va se dire, je suis incapable de faire cette action-là, de faire mes lacets. Il en aura conscience. Et les émotions que ça générera en lui, ça va lui pousser à passer à l'action pour apprendre cette nouvelle compétence-là, qui est de faire ses lacets. Du coup, il va essayer, et un beau jour, cet enfant-là a 7 ans, et il sait faire ses lacets. Du coup, on vient de passer du niveau 2 de l'incompétence consciente, être conscient, à la compétence consciente. L'enfant est conscient qu'il sait faire ses lacets, parce qu'il l'a répété un certain nombre de fois, et il sait le faire. La dernière étape, c'est l'enfant n'a plus 7 ans ou 6 ans, maintenant il en a 16. Et j'espère que vous qui nous écoutez aujourd'hui, vous êtes dans cette situation-là. On ne peut qu'espérer. Et effectivement, aujourd'hui, vous avez tellement répété ce geste un nombre illimité de fois, je ne le quantifie pas, qu'aujourd'hui vous êtes en capacité de faire vos lacets sans y penser. Et ça, c'est le niveau de la compétence inconsciente. Si vous êtes compétent de quelque chose et vous l'avez tellement répété 2 fois que vous n'avez même pas besoin de réfléchir pour le faire. Très intéressante comme analogie. C'est vrai que quand on est enfant, en plus, c'est vraiment le moment de notre vie où on apprend tout, finalement. Et du coup, moi, ce que je voulais te poser quand même comme question, parce qu'on a parlé de plein de sujets, mais principalement du développement personnel, mais aussi des archétypes. Je pense que tout le monde pourrait dire oui, le développement personnel, c'est un peu classique, etc., etc. Moi, j'aimerais surtout te poser la question de qu'est-ce que ça t'a vraiment apporté, parce que quelqu'un qui ne connaît pas le développement personnel pourrait se dire, mais d'accord, oui, me lever tôt, faire de la méditation, être en conscience, respirer un peu mieux. Ok, peut-être que je vais me sentir un peu mieux, mais
Finalement, est-ce que ça apporte quelque chose de beaucoup plus viscéral, de beaucoup plus impactant dans notre vie de tous les jours? Et toi, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce que le développement personnel t'a apporté dans ta vie pour clôturer cet épisode bien complet? Merci Laura pour cette question très pertinente. Et j'aime beaucoup parce on va débuter la fin par là où j'aurais dû commencer, par me présenter. Aujourd'hui, j'ai 28 ans et je suis issu de deux parents qui sont issus de l'immigration. Mes parents se sont séparés à l'âge de mes 5 ans. Mon père battait ma mère et j'ai quelques souvenirs de ce moment-là, revoyant mes parents limite en train de s'entretuer limite. Mon père consommait énormément de drogue, il consommait énormément d'alcool et ma mère subissait tout ça. Et ma mère a pris la décision à mes 5 ans de partir avec moi, de déménager, de prendre un appartement. Et on a déménagé. J'ai j'ai dû changer d'environnement quelques fois. J'ai perdu plusieurs repères. À savoir également que j'ai énoncé mes premiers mots à l'âge de mes 4 ans. Ma mère devait assumer un travail administratif et un travail en tant que femme de ménage pour pouvoir subvenir aux besoins de moi et d'elle. J'ai redoublé le CE1, j'avais aucune confiance en moi, j'étais une personne qui était extrêmement timide, extrêmement réservée. Le simple fait de lever la main en cours, j'osais pas. On me mettait au tableau pour participer à une poésie. J'avais énormément de mal à parler devant un public. Là, ça se ressent pas. Et là, ça se ressent pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais conclure là-dessus. Je vais conclure sur ça à la fin. Et effectivement, j'ai eu un bon nombre d'expériences en CM2. En ouvrant la porte de chez moi, j'ai trouvé un voisin qui était allongé contre notre porte. Je n'avais pas forcément pris conscience à l'instant T, mais quelques temps après, enfin c'est quelques heures après, en fait, je me suis rendu compte que j'avais trouvé un de nos voisins morts à notre porte. Et pour vous dire la vérité, à ce moment-là, j'avais pas forcément mesuré de traumatisme ou de micro-traumatisme, totalement inconscient par rapport à tout ça. D'où le terme conscient, inconscient, que j'utilise beaucoup. Et pareil, d'un point de vue scolaire, j'ai pas fait grand-chose. Je suis allé en 3e. La conseillère d'orientation m'a dit que j'allais rien faire de ma vie, que ça arrive souvent malheureusement. Elle m'a réorienté vers un cursus professionnel parce que de base, je voulais faire psychologue, mais la conseillère d'orientation m'a dit que c'était pas possible au vu de mon niveau. Ensuite, j'ai dit que j'aimerais bien faire des études de commerce et faire potentiellement une école de commerce. Et à l'époque, elle m'a dit, bon bah écoute, si tu fais une école de commerce, un bac pro commerce, ce sera très bien. Et ma mère, qui est un peu inconsciente par rapport à tout ça, elle a écouté et je suis allé en école de commerce. Je suis allé en école en bac pro commerce, excusez-moi, pour le lapsus révélateur. Ensuite, j'ai eu mon cursus en bac pro commerce et tant bien que mal, avec des événements de ma vie, j'ai réussi à rebondir vers un BTS que j'ai obtenu. Et pendant 3-4 années de ma vie, je me cherchais un petit peu. J'étais un peu perdu, je me connaissais pas, je savais pas où je voulais aller. J'étais également entré dans une période de ma vie où j'aimais beaucoup sortir, beaucoup boire de l'alcool. J'ai pas cédé aux drogues, mais j'ai failli. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'aide de rencontres, avec une certaine forme de curiosité, j'ai commencé à introspecter par rapport à ma vie. J'ai fait quelques recherches. Et l'un des éléments qui ont fait que j'ai commencé à me remettre en question, c'est un matin quand j'allais travailler. C'était un samedi matin, en décembre. En voulant aller au travail, je voulais prendre le bus. Et ce qui s'est passé,
c'est que j'ai loupé un trottoir. Et en loupant ce trottoir-là, on s'est rendu compte que je m'étais fracturé la cheville et que j'avais les ligaments rompus. Qui dit fracture, dit rééducation. Et c'est avec le taxi qui m'emmenait à la rééducation que j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au développement personnel et à me poser des questions. Et aujourd'hui, je continue à m'intéresser au développement personnel. Cet accident de ma vie est arrivé en 2018, aujourd'hui en 2023. Et j'ai essayé de reprendre mes études à l'issue de mon accident de travail. J'ai repris une licence que j'ai obtenue. Par la suite, je me suis également redirigé vers un master que j'ai eu également. Et aujourd'hui, je me suis lancé également dans l'entrepreneuriat et je gère une équipe de 5 personnes. Dans la gestion de patrimoine. Et à côté de ça, je me lance également dans le développement personnel. Parce que j'ai envie de montrer aux personnes que en travaillant sur elles-mêmes, en apprenant à se connaître, en développant leur pourquoi, on peut réussir à faire des choses qui sont grandioses. Et pour conclure, je dis que j'allais conclure là-dessus. Ah, j'ai oublié. On va conclure sur autre chose. Si vous devez retenir qu'une seule info de tout ce podcast-là venant de moi-même, ce serait vraiment ces 4 mots. Volonté, décision, engagement, obsession. Ok, dans la vie, vous avez envie et la volonté de réaliser quelque chose, c'est très bien, mais quelle est la décision que vous prenez par rapport à votre objectif et par rapport à votre volonté et par rapport à vos envies? Ok, vous décidez de réaliser votre objectif, c'est très bien, mais quel engagement vous prenez vis-à-vis de vous-même? Quels sont les sacrifices que vous êtes prêts à prendre pour pouvoir réaliser votre objectif? Et une fois que vous avez déterminé ces engagements-là, ce qui fera que vous durerez sur le temps, c'est l'obsession. À quelle fréquence vous pensez à vos objectifs? À l'image du sportif de haut niveau. Hein. Entre un sportif de haut niveau et un sportif amateur, il y en aura un qui sera plus obsédé par ce qu'il veut faire et par son objectif que par les autres. Une volonté exceptionnelle vous permettra d'atteindre des objectifs exceptionnels. Waouh! En plus, tu m'as devancé puisque j'allais dire justement le mot de la fin. Selon toi, quels étaient les petits mots de la fin? J'aime bien avoir cette petite patte, tu m'as devancé, excellent. Moi, je voulais te remercier vraiment pour t'être senti autant en confiance pour te livrer comme cela. Vraiment, merci. Parce que c'est pas un exercice qui est facile. En plus, c'est ton premier podcast. Donc vraiment merci à toi de t'être livré, d'avoir vraiment transmis ton savoir et j'espère que tu as apprécié l'expérience, en tout cas je pense que tu t'es senti assez à l'aise et moi je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. En tout cas, moi je voulais te dire que je vais mettre tes coordonnées si tu le souhaites dans la barre de description. Ça peut être toujours intéressant. Et moi, je vous dis certainement, très certainement à la prochaine sur la scène de l'Esthète. Au revoir. Au revoir, prenez soin de vous.